bonjour Pierre Deloul. Merci Bonjour. infiniment d'avoir accepté notre invitation à répondre aux questions de la droite libre et de démocratie directe pour la France. Donc nous allons parler d'un certain nombre de sujets, mais étant donné l'actualité, il ne m'est pas possible, étant donné votre personnalité, de ne pas vous parler d'un sujet que on nous offre sur un plateau. Le président de la République s'est fendu d'un message à son homologue algérien le 1er novembre, un message d'amitié en mémoire de la Toussaint Rouge de 1954. S'il est cohérent, Macron ne célébrera-t-il pas Waterloo le 18 juin plutôt que l'appel de votre grand-père à la résistance? Je pense Qu'est-ce que ça vous inspire? Tout ça démontre, je dirais, le manque de responsabilité intellectuelle des dirigeants vis-à-vis de la nation et du peuple français, et surtout le manque de cohérence et de préparation en ce qui concerne le traitement des dossiers, à la fois en France, on en parlera plus tard, mais aussi à l'international. Et je suis surpris, je dirais même du manque de maturité de nos dirigeants par rapport à des questions extrêmement importantes et douloureuses, qui traitent donc de la guerre, qui traitent de la réconciliation, forcément, qui suit toute guerre et toute crise dans le monde. Et il arrive que le président de la République, qui représente les Français, la nation, ait des déclarations totalement irréfléchies et inconséquentes, et surtout ne prend pas la mesure des conséquences de ses actes. C'est-à-dire qu'il pratique une politique d'équilibriste où on s'efforce de contenter tout le monde, sans avoir de position claire et de stratégie, à la fois vis-à-vis de l'Algérie et vis-à-vis d'autres questions extrêmement graves et de guerre, comme notamment l'Ukraine, comme notamment le conflit en Israël-Palestine, et que ça a des conséquences dramatiques et épouvantables. On mélange tout. Le président de la République et son gouvernement mélangent tout. Et c'est encore aggravé puisqu'il y a eu cette décision de supprimer le corps diplomatique. C'est-à-dire qu'on casse des dizaines et des dizaines d'années de diplomatie française. Et encore une fois, en faisant ça, on porte atteinte à la voix de la France et à sa souveraineté. Je trouve ça grave de faire ces amalgames et ces mélanges. Je trouve ça grave à la fois pour le peuple algérien, mais aussi pour toute la communauté algérienne, maghrébine et musulmane en France, de faire ce genre de déclarations inconséquentes. Je ne suis pas pour l'autoflagellation, je suis pour la réconciliation. Vous savez peut-être que j'ai épousé une femme qui est algérienne, née à Alger et musulmane, et que beaucoup parlent de la réconciliation, mais nous l'avons fait. Et je pense que c'est un symbole très fort dans la modernité et un message d'espoir pour des peuples qui ont été en guerre auparavant. Donc je suis désolé, consterné de ce genre de déclaration. On ne peut pas, comme il l'a fait, douter de la réalité de la nation algérienne avant la colonisation. Et en même temps, je reprends ses paroles, dire que la colonisation était un crime contre l'humanité. C'est très grave. Je trouve que ça attaque considérablement notre image et ça a des conséquences diplomatiques sur le long terme qui sont dramatiques. Justement, existe-t-il encore une diplomatie française, c'est-à-dire à voir ce qu'il se passe depuis maintenant plusieurs années? Vous étiez largement exprimé sur le conflit russo-ukrainien. On a l'impression qu'il n'y a aucune diplomatie française. Et est-ce qu'il y en a une aujourd'hui sur un autre sujet, le sujet qui embrase depuis un mois le Proche-Orient? Je ne sens pas malheureusement de diplomatie dans les actes. Je vous dirais même ni dans les intentions. Mais il existe un capital historique, culturel, diplomatique français qui est considérable. La France a tissé au fil des années de son histoire et de ses alliances avec les peuples des liens qui sont extrêmement forts et qu'une politique irresponsable ne cassera pas. Il y a un capital de sympathie, notamment au sein de la France, mais aussi de la francophonie. La francophonie représente un ensemble de 230 millions de personnes dans le monde. Elle a une influence considérable. La France a une influence politique forte. Elle représente également le deuxième territoire maritime mondial en termes de superficie avec les zones économiques exclusives. Et ce n'est pas des politiques à considérer qui vont réduire tout ce que la France a construit et tout ce que mon grand-père a construit par la diplomatie pendant des dizaines d'années. Encore une fois, il y a des déclarations totalement irréfléchies. Je parle notamment de la Palestine et d'Israël. Vous connaissez la position de mon grand-père, on va faire peut-être une aparté sur cette question. Oui, tout à fait. Il est absolument nécessaire
cette fois de régler vraiment sous l'égide des Nations Unies et sous la protection des Nations Unies, le contexte est de donner, je dirais, à deux peuples un droit de représentation, deux États, avec des garanties de sécurité pour l'un et pour l'autre. Et malheureusement, il n'y a pas eu de véritable volonté politique de régler la situation au fond, ce qui aboutit à des situations extrêmement dramatiques et à des massacres. La position du général de Gaulle était évidemment deux peuples, deux États, sous l'égide des Nations Unies avec la garantie de leurs forces, avec, je dirais, retrait des territoires occupés et respect des frontières de 1967 et un statut international pour Jérusalem. Oui, mais est-ce que les protagonistes, les deux protagonistes, sont d'accord? On a l'impression qu'aucun des deux peuples ne veut deux États. Alors, il est vrai que les deux peuples... Alors, il ne faut pas faire d'amalgame, hein, c'est une situation très complexe. L'Orient est une mosaïque. Il faut se garder de toute simplification et de toute, je dirais, réduction à une politique de bloc ou à contenir des aspirations des peuples dans un camp ou dans un autre, et ne pas réduire la politique française à des alliances ou des contre-alliances, à une opposition contre le terrorisme ou un soutien du nationalisme. Je pense que c'est une grave erreur. Je suis pour ce qui rassemble, je suis pour ce qui réunit les peuples. Et il faut cette fois, on ne peut pas, je veux dire, des centaines de milliers de personnes en souffrent, des centaines de milliers de personnes font l'objet de massacres, et ce sont toujours les populations civiles, malheureusement, qui en subissent le prix. Et tout ça résulte d'une irresponsabilité à ne pas vouloir régler le problème. Et je vous l'accorde aussi de part et d'autre. Les Arabes, malheureusement, souffrent de cette division, souffrent de cette... je dirais, de ce manque d'unité, et il est grand temps de régler le problème devant l'ONU, avec des vraies prises de responsabilité, des vrais engagements et des garanties de sécurité pour les deux populations. En ce qui concerne le président Macron, je suis désolé et désespéré que la France soit privée de toute possibilité d'arbitrage dans le conflit, lorsque le président Macron a décidé de voter contre un cessez-le-feu aux côtés des États-Unis, aux côtés du Royaume-Uni et aux côtés du Japon. Effectivement, vous avez énuméré un certain nombre d'atouts dont pourrait disposer la France, mais à vous entendre, on n'a pas l'impression qu'avec les dirigeants actuels, et singulièrement le président actuel, la France puisse avoir un quelconque rôle utile dans cette affaire. Pas plus qu'elle n'en a eu un dans le conflit ukraino-russe. Je regrette infiniment que sur la scène internationale et surtout vis-à-vis de la France et des Français, la France ait abandonné sa souveraineté. Que les Français se soient vus privés de leur souveraineté propre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autonomie véritablement de la France, et que la France n'a plus sa voix sur la scène internationale. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un processus de déconstruction systématique des valeurs de la nation, des valeurs de souveraineté pour le peuple français, je vous le disais, et de son autonomie. J'ai l'impression que la diplomatie française s'est depuis des années dissoute au profit de coalitions internationales. On parle de l'OTAN, évidemment. La France a perdu son autonomie puisque, par décision du président Sarkozy, donc en 2009, si je me souviens bien, Nicolas Sarkozy a abandonné l'indépendance de la France dans l'OTAN. C'était une décision très grave qui privait la France de son autonomie, à la fois d'action en cas de crise, mais également diplomatique et politique sur la scène internationale. La France n'a plus cette capacité, bien qu'elle bénéficie encore une fois d'un capital historique extrêmement fort, d'une position dominante sur la scène internationale en termes de culture, en termes de prestige, également pour le savoir-faire de cette entreprise, mais la France a perdu la capacité à faire entendre sa voix, à faire entendre ses différences. C'était toute la base de la politique de mon grand-père, c'est-à-dire donner cette indépendance d'action, cette liberté d'agir et cette liberté de faire entendre une voix différente sur la scène internationale. Tout ça a été abandonné.
au profit de politiques qui visent à dissoudre la nation dans des ensembles européens, ou réduire sa capacité internationale à un théâtre continental, ou être le meilleur allié des États-Unis. Je regrette infiniment parce que les Français en subissent les conséquences. Il est évident que cette situation va exporter le terrorisme en Europe et en particulier en France. Vous parlez du manque de volonté politique des partis au Moyen-Orient à régler le problème. On a largement commenté dans la presse le fait que le gouvernement israélien en place depuis 20 ans avait soutenu le Hamas parce qu'il voulait une force politique, je dirais, qui puisse contrer à l'époque les groupes extrémistes qui existent. Encore une fois, je condamne le terrorisme avec la plus grande force. Je pense qu'il faut être totalement impitoyable avec le terrorisme, mais que tout cela ne se fasse pas au détriment des populations civiles qui malheureusement subissent des drames épouvantables. Donc là, nous en sommes, constatons malheureusement une situation un peu tragique, mais donc vous me donnez l'occasion de rebondir sur le sujet, puisque vous êtes à démocratie directe pour la France. Ici, on va parler de référendum, et je vais commencer par la dernière question, puisque vu le désastre que vous avez assez longuement détaillé, seriez-vous favorable, comme en Californie par exemple, à un référendum révocatoire qui, sur des questions vitales comme celle-ci, permettrait de se débarrasser de dirigeants désastreux et humiliants? Alors, mon grand-père a voulu... il ne l'avait pas voulu, votre grand-père, il n'avait pas prévu. Alors, mais il avait prévu, puisque la 5e République qu'il a fondée prévoyait un pouvoir politique fort pour le président de la République. Tout ça parce qu'il avait vu les conséquences désastreuses du régime parlementaire de la 4e République, notamment vis-à-vis de la crise algérienne, lorsqu'il a été au pouvoir, appelé au pouvoir en 58 comme étant l'ultime recours. La France était dans une crise institutionnelle profonde puisque les gouvernements changeaient au bout de quelques mois et qu'il était impossible d'avoir une stabilité politique. Et donc une politique de la France cohérente pour les Français et pour représenter la France à l'international. L'esprit de la 5e République, c'était aussi de faire un équilibre des pouvoirs, c'est-à-dire de donner un pouvoir politique fort au président de la République avec un mandat de 7 ans, un mandat pour la Haute Assemblée, l'Assemblée nationale de 5 ans, et un mandat de 9 ans pour les sénateurs, puisqu'ils sont renouvelables par tiers tous les 3 ans. Tout cela procédait à une rotation, je dirais, une rotation démocratique et un équilibre des pouvoirs. On l'a montré par la suite, il y a eu des cohabitations, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale reflétait le sentiment des Français, n'était pas forcément dans la ligne du président de la République. Donc il y avait un véritable équilibre des pouvoirs. Depuis la suppression du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans en 2000, approuvé c'est vrai par référendum à une large majorité, on a... Une large majorité des votants, pas des inscrits. Et là, votre grand-père, effectivement, était très attentif à cela. Tout à fait. Il y avait en fait, les gens ont très peu voté. Et je pense que mon grand-père aurait tiré les conséquences de l'invalidité d'un vote des Français si une grande majorité de ceux-ci, même une majorité relative des Français ne votaient pas, ce qui équivaut en fait à un refus finalement d'une question qui ne les concerne pas ou qui sont non pertinentes ou d'un débat qu'ils refusent. Et donc on a aligné le contre-pouvoir, je dirais, parlementaire exactement sur le mandat de la présidentielle. Et en plus, on l'a fait en termes de calendrier, puisque l'élection parlementaire suit exactement le calendrier du président de la République. Il n'y a plus d'élection législative depuis Alors, il n'y a plus d'élection législative, et donc le peuple est privé, à mon sens, de sa représentation, de son droit de dire non, de son droit de ne pas être d'accord et d'exprimer une préférence différente. Le peuple français est privé de sa souveraineté. Je souhaite que cette souveraineté soit recouvrée et qu'on donne aux Français la possibilité de s'exprimer sur des questions importantes. Alors il est clair que la Constitution donne la possibilité à travers l'article 11 et l'article 89 au peuple français de s'exprimer sur des questions essentielles, y compris une réforme de la Constitution à travers l'article 89, y compris d'ailleurs l'entrée de nouveaux États
dans les institutions européennes quand il s'agit de traités internationaux essentiels, pour autant que ce ne soit pas contre la Constitution de la Ve République. Donc il y a ces outils qui existent pour permettre le référendum. Alors, sur les questions importantes, par exemple, on a parlé les derniers référendums qui ont eu lieu. Il y a eu le rejet de la Constitution européenne en 2005, donc qui a été refusé par les Français, et les derniers référendums ont porté sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Avec là aussi une toute petite participation. Avec une toute petite participation, mais un vote extrêmement majoritaire en ce qui concerne l'autonomie de ce département d'outre-mer. Certains pays autorisent cette démocratie directe. Il y a même la Suisse, qui est une démocratie directe par excellence, où les référendums qu'on appelle votations populaires sont institutionnalisés et donnent un véritable droit de s'exprimer des citoyens. Donc vous avez des référendums à différents niveaux, des référendums fédéraux, des référendums cantonaux et des référendums communaux sur toute question. Et la votation, le résultat de ces référendums sont véritablement appliqués dans la vie des citoyens suisses. Alors ce que l'on fait pour un pays de 8,5 millions d'habitants, avec c'est vrai un pays qui a un sens civique et un sens de la responsabilité que malheureusement on a perdu en France, à mon avis n'est pas transposable à l'identique dans un pays comme la France. Mais je souhaite, et je suis heureux que votre institution défende ce principe, que l'on redonne sa souveraineté aux Français, ce qui passe aussi par un arrêt, et ça c'est un de mes combats, que l'on arrête d'infantiliser les Français, que l'on arrête de les priver de cette capacité de réflexion, de cette responsabilité politique, de cette responsabilité civique, parce qu'une voix c'est important, nous sommes en démocratie, et il faut que la voix de la France et la voix des Français soient respectées, et qu'on respecte les Français dans ce droit d'expression. Alors vous avez dit, nous sommes en démocratie, est-ce que nous le sommes encore réellement ou virtuellement? Parce que lorsqu'on voit, vous l'avez dit vous-même, il n'y a plus d'élections législatives depuis 25 ans, le président n'a pas consulté les Français directement depuis 18 ans, et puis de toute façon, et là c'est là que je viens à la question que je voulais vous poser, de toute façon, si le résultat est non, il fait comme si il ne s'était rien passé. Et même, on l'a vu dans le cas du référendum de 2005, on le contourne et on fait adopter un truc qui lui ressemble vaguement par des parlementaires qui ne sont plus vraiment des parlementaires puisqu'ils ont été désignés à la suite du président. Donc, on a reproché beaucoup au général une conception plébiscitaire du référendum, en mettant à chaque fois son mandat en jeu. Donc, est-ce que vous pensez que le chef de l'État puisse se soustraire d'un choix populaire ratifié par le peuple? C'est-à-dire que, est-ce que le peuple, d'après vous, il doit systématiquement mettre son mandat en jeu, ou est-ce que ça dépend des questions? Quelle est votre position là-dessus? Je pense qu'à partir du moment où un chef d'État ou un représentant politique, quel qu'il soit, n'a plus la représentation nationale et le vote favorable et le soutien du peuple français, je pense qu'il devrait en tirer les conséquences et se retirer. Le général, lors du référendum de 69 sur des questions de décentralisation, a mis en jeu sa politique après un choc quand même qui était celui de mai 68 où 1 million de Français sont descendus dans la rue et ont réaffirmé sa confiance et son soutien au président de la Ve République, au président Charles de Gaulle. Lors du vote de 69, il en a tiré les conséquences. C'est-à-dire, lorsque le référendum a été rejeté, il a considéré qu'il n'avait plus la légitimité pour gouverner et que donc son rôle n'avait plus aucun sens et il s'est retiré. Et c'était à la grande surprise des Français. Je trouve que c'est dangereux pour la nation, que c'est mépriser, encore une fois, la souveraineté du peuple français, que de vouloir se maintenir si la politique du gouvernement, la politique du président, qui est engagé pour les questions essentielles, parce qu'il faut que ce soit pour des questions essentielles, puisse rester au pouvoir si il n'a plus la légitimité. Justement, sur les questions essentielles, on va revenir un peu au début de notre entretien. La France est engagée dans un conflit extérieur aux confins de l'Europe.
On ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs. Si vous avez une réponse là-dessus, quels sont les buts de cette guerre en Ukraine? On comprend pas très bien. Il n'y a guère eu d'opposition parlementaire à ce sujet-là. Est-ce que vous pensez qu'on puisse consulter le peuple sur les engagements militaires de la France? Je pense que maintenant il faut poser la question, puisque c'est une question évidemment grave. C'est une question qui implique, je dirais, la vie de millions de personnes. Cette guerre a fait suffisamment de destruction, je parle évidemment de la guerre en Ukraine, et surtout on a menti aux Français comme on a menti au peuple en général, en faisant croire notamment qu'une surenchère militaire, qu'une surenchère diplomatique allait donner la victoire. Je pense qu'on a menti également au peuple ukrainien en promettant un grand rôle aux Ukrainiens dans l'Europe et dans l'OTAN, et qu'on s'est commis par rapport à une stratégie dirigée par l'OTAN et dirigée par les États-Unis d'Amérique, qui tenait le peuple ukrainien en otage en favorisant justement une politique de not enough to win, but enough to survive. C'est-à-dire qu'on donnait des moyens militaires je dirais obsolètes, puisque c'était pris sur des stocks des armées européennes. On a donné des armes qui avaient 30 ans d'âge. On a donné énormément d'argent. On a donné près de 180 milliards d'euros donc à l'Ukraine sans contrôle aucun. Vous savez que même avant les discussions sur l'entrée possible de l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Europe, l'Ukraine a été considérée comme un pays extrêmement corrompu. Zelensky a licencié le contrôleur 121e. Voilà, exactement. Donc, sur des questions graves comme celle-ci, il faudrait redonner au peuple français le droit de décider, justement, puisque les Français subissent quand même les conséquences dans leur vie quotidienne des sanctions. Je rappelle que les sanctions appauvrissent considérablement l'Europe. Les sanctions sont beaucoup plus nuisibles considérablement qu'à la Russie. Oui, parce que la presse a largement occulté cela, mais ce sont des faits qui ont été reconnus par le FMI eux-mêmes. La croissance du produit national brut russe va être d'environ 3,4% en 2023, alors que l'Allemagne est en récession, la Suède est en récession, la France s'en tire à peu près à cause de son service public, mais avec des statistiques qui sont biaisées, puisqu'encore une fois l'endettement de la France qui a cru considérablement sous la présidence du président Macron et qui a commencé lorsque celui-ci était ministre des Finances, a cru de 30%, et l'endettement de la France est de 3 000 milliards d'euros. Si l'on ajoute à ça les engagements hors bilan, l'endettement de la France est de 8 000 milliards d'euros. Les Français en subissent les conséquences. C'est-à-dire 4 fois le produit intérieur, 3-4 fois le produit intérieur. Exactement. Vous savez quel est le déficit de la balance commerciale russe? 1%. Ah oui, il n'y a pas de déficit. Nous en sommes à 10%. Tout simplement parce qu'on a menti aux Français sur les enjeux, sur les puissances qui étaient responsables de la surenchère. Le coup d'État de Maïdan en 2014 en Russie a été orchestré par les Américains, par M. Blinken et Mme Nuland, pour déstabiliser ce pays. Et surtout, c'était une excuse pour étendre l'OTAN à l'Est, malgré les promesses qui ont été faites aux Russes, en particulier depuis la réunification allemande de 91, de ne pas étendre l'OTAN à l'Est. Tout ça a fait en sorte que l'OTAN, qui était considérée, qui était créée pour faire une sorte de protection, je dirais, des États contre d'éventuelles guerres nucléaires, en fait s'étant transformé en instrument d'hégémonie militaire dans toute l'Europe. Vous savez que les engagements des pays de l'OTAN sont de dépenses, d'accorder à peu près 2% de leur PIB en dépenses militaires. Cette manne a largement profité aux États-Unis et elle a créé également un réflexe de valeur refuge par rapport au dollar, puisque le principal problème en fait des États-Unis, c'est de trouver un moyen de refinancer une dette colossale de 34 000 milliards de dollars avec, je dirais, de moins en moins de billets étrangers qui participent au refinancement de la dette. Depuis
depuis la guerre du Vietnam, les États-Unis courent après une hégémonie militaire et diplomatique qui est en train de disparaître. Vous savez que c'est le seul pays au monde qui a 800 bases militaires dans le monde. Et donc, ils cherchent à retrouver, à conserver ce rôle dominant sur la scène internationale et également à faire en sorte que le dollar reste la principale devise de règlement sur les marchés internationaux. Ce qui est toujours le cas. Mais simplement, il faut savoir à qui profite ce conflit. L'Ukraine est un pays qui a abandonné 50% de ses terres agricoles à des fonds anglo-saxons. L'Ukraine est un pays dont le président a donné mandat exclusif à BlackRock, fonds d'investissement américain, pour reconstruire son pays. Et je crois que les Ukrainiens arrivent même au bout. Et encore une fois, parlons de la politique française et du président Macron. Il a une position extrêmement ambiguë et funeste en termes de conséquences, puisqu'il a dit qu'il ne fallait pas humilier la Russie et qu'en même temps, il fallait accorder l'entrée dans l'Union européenne. Mais je crois que c'est parce qu'une fois qu'il a dit qu'il ne faut pas humilier la Russie, j'ai l'impression qu'il y a des gendarmes qui lui ont dit « Attends, ça ne va pas ça, c'est peut-être l'absence de souveraineté de la France. » Ce que je regrette, c'est que la France a abandonné sa souveraineté par rapport à des questions essentielles. La France est une grande puissance diplomatique, économique et aussi militaire. C'est la première puissance nucléaire mondiale, européenne. C'est ainsi que l'a voulu mon grand-père pour donner une indépendance stratégique à la France, aussi une indépendance sur le plan civil à travers l'énergie nucléaire. Les directives européennes ne cessent d'affaiblir considérablement l'indépendance énergétique et stratégique de la France. On pourra parler de l'abandon des véhicules à combustion par l'application de ces directives. Encore une fois, il s'agit d'une technocratie non élue qui en fait émet les directives qui doivent être transposées dans le droit des États membres. Et d'ailleurs, la France a la fâcheuse habitude depuis déjà assez longtemps de vouloir en faire encore plus. C'est-à-dire, c'est toujours la France qui veut être le meilleur élève dans la transposition et le plus discipliné. Hein. Oui. Donc, le constat, il est malheureusement dramatique. Maintenant, on va essayer quand même de se projeter. Comment on peut essayer de sortir de cette situation? Comment peut-on rétablir la démocratie et la souveraineté de la France? Je pense qu'il faudrait anticiper par rapport à une question ukrainienne. On a beaucoup menti sur cette contre-offensive qui, encore une fois, fait des dizaines de milliers de morts de part et d'autre. La contre-offensive, c'est un échec. Il faut dire la vérité aux Français sur cette guerre en Ukraine. Il y a eu près de 60 milliards d'euros d'aide qui ont été accordés à l'Ukraine. La France y participe à hauteur de 20%. C'est considérable, c'est monstrueux. Par rapport à une situation économique qui est extrêmement difficile pour la plupart des Français. Une situation également d'insécurité croissante vis-à-vis des tensions sociales. Nous sommes, à mon avis, dans une fracture sociale qui est en train de se renforcer avec les communautés qui sont en conflit et une crise économique et une absence de pouvoir politique qui prend ses responsabilités, qui tient encore à renforcer ces clivages, et les Français en souffrent dans leur quotidien. 60 milliards d'euros au plan européen pour soutenir l'Ukraine, c'est une question qui doit être, à mon avis, débattue au plan national, et l'entrée alors ils vont vous dire il faudra faire ça au moment propice, c'est pas le calendrier, parce qu'évidemment on essaie de délayer le problème le plus longtemps possible. C'est pas calendrier, des agendas. Les agendas. Oui, mais les agendas, ce n'est pas l'agenda politique des Français, ce n'est pas l'agenda politique de la France, c'est l'agenda personnel de nos responsables politiques, si je peux appeler ça responsable. Et c'est ça que je fustige. L'article 89 prévoit la ratification par référendum ou par les deux chambres de l'entrée d'un pays extérieur à l'Union européenne. Dans l'Union européenne, je pense que sur une question aussi grave, parce que c'est une guerre quand même qui est en jeu avec des sanctions dont l'Europe souffre, tous les Européens souffrent, les Français, les artisans, les commerçants, les petits entrepreneurs, les chômeurs, les Français dans leur quotidien souffrent de cette situation. Je remarque que le gouvernement français prend bien soin de ne pas parler
de la hausse du pétrole qui va évidemment renchérir le coût de l'essence. Il y a des gens qui ne peuvent plus prendre leur voiture pour aller travailler à cause du prix de l'essence. Il y a des gens qui ne peuvent plus payer leur facture d'électricité. Les supermarchés, les commerçants enregistrent 30% de moins de consommation de produits chers, dont la viande. C'est extrêmement grave. Donc, il faut poser la question du soutien à l'Ukraine, à mon avis, devant les Français. Si on fait entrer l'Ukraine dans l'Union européenne, ça coûtera près de 190 milliards à la Commission européenne. La France en supportera 20%. Nous n'avons pas les moyens de nous engager dans un conflit, pardonnez-moi, qui n'est pas le nôtre. Qui a provoqué ce conflit? Je vais juste vous dire quelque chose, faire une déclaration du président Biden et du président de la diplomatie européenne, M. Borrell. Il n'y aura pas de négociation de paix en Ukraine avant les élections présidentielles américaines de 2024. Donc il faut... Ça en dit long sur leur monstruosité, parce que je ne peux pas appeler ça autrement, leur irresponsabilité politique. Déjà en 1970, lors des entretiens que mon grand-père avait avec André Malraux, il fustigeait cette irresponsabilité intellectuelle. Il faut redonner cette démocratie aux Français, et je pense surtout qu'il faut cesser de les infantiliser. Depuis très longtemps, on infantilise les Français, on leur prive de cette capacité de réflexion, d'analyse, de connaissance, et je crois que l'expression du droit de référendum pour les Français et pour la France va avec tout un travail de reconnaissance, d'écoute de leur volonté. Il faut leur redonner cette légitimité, et il faut leur donner aussi toute leur responsabilité civique. Donc, effectivement, le constat est malheureusement tragique, mais vous savez très bien que ce n'est pas avec les dirigeants d'aujourd'hui qu'on va poser la question aux Français. Il y a tout de même une disposition dans l'article 11 qui prévoit que grâce à 185 parlementaires, c'est accessible, il y en a 900 de pouvoir y arriver, mais il faut aussi quasiment 5 millions de signatures. Est-ce que vous pensez qu'une initiative pour un référendum d'initiative partagée, initiative, puisse aboutir justement à poser cette question? L'engagement de la France dans la guerre en Ukraine, l'élargissement de l'Union européenne, est-ce que vous pensez qu'on a aujourd'hui les moyens d'organiser un tel référendum? Je pense que c'est mon combat, c'est de dire la vérité aux Français et de leur redonner toute leur légitimité d'expression vis-à-vis de la vie politique et vis-à-vis de leur situation, de leur vie en tant que citoyens. Je pense qu'il faut faire un travail de long terme, notamment vis-à-vis des médias dits alternatifs comme les vôtres, qui ont toute leur légitimité et tous leurs auditeurs, et de faire un travail de prise de conscience par rapport aux grandes questions, je dirais, qui sont d'enjeux internationaux et nationaux, ce qui vise à leur donner, je vous le disais, un retour à leur responsabilité politique et à un retour à leur pouvoir de décision. Sur des questions importantes comme l'Ukraine, je pense qu'il faut commencer ce travail. Je milite pour la paix, évidemment, vous le savez, et je crois que ce travail pour la défense de la paix va vers un travail d'éveil et de prise de conscience. Il faut, à mon avis, élargir le débat aussi vis-à-vis de l'Union européenne. Mon grand-père était pour l'Europe des nations. Je suis pour cette Europe des nations et non pas pour un pouvoir accru d'une technocratie qui impose ses directives, même si elles sont contraires aux intérêts nationaux des États et des intérêts nationaux de la France. Il y a eu le rejet en 2005 de la Constitution européenne par les Français. Je pense que c'était un sursaut de recouvrer cette souveraineté nationale et cette indépendance. Mais le président Chirac avait posé la question aux Français. Oui, il avait posé la question. On n'est pas dans une situation où j'imagine pas Macron poser la question, franchement. Je pense que... Non, il la posera pas. Il la posera pas. Je crois qu'il faut qu'il prenne ses responsabilités politiques parce qu'il conduit la nation, qu'il pilote l'intérêt des Français, qu'il est censé les représenter. Il doit tenir compte de ses aspirations, mais non pas en créant des débats stériles
ou des commissions qui ne mènent à rien. Qui consiste essentiellement à court-circuiter le Parlement. C'est exactement ça, c'est ce que je vous disais. On arrive à une sorte de situation où les Français ne sont plus ni défendus, ni représentés dans leurs aspirations et dans leurs choix. Et il faut leur redonner cette souveraineté. Alors soyons concrets tout de même. Alors sur l'Europe, il y a des élections dans 6 mois au Parlement européen. C'est la même majorité automatique, Parti populaire européen, socialiste européen, qu'elle s'ajoute des Verts et des prétendus libéraux, qui est en place depuis 45 ans sans discontinuer. Avec le recul du PPE et du PSE, on pourrait, grâce à des fortes représentations de pays comme la Hongrie, la Pologne et l'Italie, voire la France, essayer de proposer une majorité alternative au Parlement. Est-ce que vous croyez à l'efficacité d'une telle stratégie? Et est-ce que vous pensez que les élections européennes, plus généralement, peuvent être une étape pour effectivement essayer d'améliorer un petit peu les choses et rétablir un semblant de démocratie? Je pense que les élections européennes sont une échéance importante. Ça donnera aux Français la possibilité de s'exprimer pour ou contre une politique et certainement exprimer le rejet de la politique actuelle qui est de ne pas considérer leurs aspirations, leurs choix et de ne pas... les Français ne sont pas défendus, je pense qu'ils l'exprimeront. Je pense que les pays européens l'exprimeront aussi. On assiste à une montée de rejet dans la plupart des pays européens, ce qui va vers un renforcement des politiques dites d'extrême, et qui sont des politiques de refus, d'abandon et des refus par rapport à la perte de la souveraineté nationale. Oui, on appelle extrême ceux qui ne sont pas dans la majorité automatique depuis 45 ans. C'est un processus de simplification, c'est-à-dire qu'on vous met dans un camp ou dans un autre, que vous êtes complotiste, que vous êtes ceci ou que vous êtes cela, c'est-à-dire qu'on vous catégorise. Donc ça sert à éviter le débat, ça sert à éviter les questions essentielles, puisque si vous n'êtes pas dans la pensée unique, vous êtes automatiquement ostracisé. Mais il y a dans des pays comme l'Italie, dans des pays comme l'Allemagne, une poussée de ce qu'on appelle la droite dure, j'ai pas envie de l'appeler extrême, puisque c'est d'ailleurs étonnant, en France on ne parle pas beaucoup d'extrême gauche, ou en tout cas l'extrême gauche est permise et l'extrême droite est diabolisée. Moi je souhaite que toutes les sensibilités puissent s'exprimer et avoir leur représentation. Vous mentionnez cette pratique, je dirais, de la, on appelle ça, en ce qui concerne les élections européennes, la proportionnalité, vise à réduire l'expression de ces pays. Tout ça aboutit au renforcement dit des extrêmes. Il y a un sentiment national très clair qui se renforce en Allemagne, notamment avec le parti AfD, Alternative für Deutschland, qui a récemment gagné des élections locales. Il y a des voix, notamment en Allemagne. L'Allemagne a perdu complètement sa souveraineté énergétique. Elle est en récession puisque l'indépendance et l'avantage compétitif de l'énergie vis-à-vis des entreprises allemandes a été complètement perdu. Je rappelle que et la coalition au pouvoir est en train d'avoir des soucis. Oui, les libéraux, ils marchent plus vraiment la avec coalition au pouvoir a des soucis. Le président Trump disait, moi vivant, il n'y aura pas de Nord Stream 2, c'est-à-dire ce pipeline en Europe du Nord qui assurait l'approvisionnement énergétique de l'Europe et en particulier de l'Allemagne à prix très compétitif et à bas prix. On l'a remplacé par une dépendance vis-à-vis du gaz naturel liquéfié, notamment américain, qui est vendu 4 à 7 fois plus cher en Europe que dans leur propre pays. Et je rappelle que tout ça est quand même une gigantesque hypocrisie, puisque les importations de gaz naturel liquéfié de Russie ont absolument explosé, elles ont cru de 50%. Vous avez des pays notamment comme l'Espagne, qui achètent toujours du gaz russe, sous une forme liquéfiée, mais qui est le deuxième importateur de gaz naturel liquéfié en Europe. Donc on continue, malgré les sanctions, à assurer, parce qu'on ne peut pas s'en passer. La Russie bénéficie, et sans être pro-russe, c'est un fait. Je crois qu'il faut regarder la géographie et prendre en considération les réalités géopolitiques. La Russie est un pays qui peut tout à fait être autonome et vivre en autarcie parce qu'elle bénéficie de ressources naturelles absolument considérables et d'une position géographique absolument considérable. L'effet des sanctions a poussé, je fais une petite digression, mais a poussé des pays à s'unifier pour
contrer, je dirais, une politique de bloc menée par les États-Unis et l'OTAN, et surtout à se diversifier et se réorienter vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire que d'un groupe de pays émergents en 91 qui s'appelait les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, il y a eu des extensions. Le 1er janvier 2014, l'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Argentine et l'Éthiopie vont rejoindre les BRICS. 2024. Au 1er janvier 2024. Ça n'est que le début, puisqu'elles vont être suivies de pays comme l'Indonésie, de pays comme l'Algérie, et j'en passe. Il y a une vingtaine de pays qui ont posé leur candidature pour élargir ces BRICS. C'est-à-dire que s'est créé et se renforce un nouvel espace diplomatique, économique, un nouvel espace de référence, qui est un espace de grand projet. Dans l'état actuel des choses, au 1er janvier 2024, les pays des BRICS représentent 80% des routes d'acheminement du pétrole. C'est considérable. Elles représentent 50% du marché des produits agroalimentaires, enfin des matières premières agroalimentaires, et 60% des matières premières en général. Il se crée un espace différent, avec son propre poids. Le dollar cesse d'être la monnaie absolue de refinancement sur le marché international. L'euro ne veut plus jouer son rôle, parce que l'euro est trop endetté, et l'euro est dépendant de la politique de la Commission européenne, qui est malheureusement dépendante également des États-Unis, et surtout l'euro est dépendant de ce refinancement, donc des marchés internationaux. Pour revenir au rôle de l'Europe et des élections européennes, je suis pour que la France, comme l'Allemagne le fait, refuse de voter les directives qui sont contre ses intérêts, notamment sur les biocarburants, notamment sur le taux électrique vis-à-vis de l'automobile française. Et ça, c'est un désastre sur ce sujet-là. Même les constructeurs, les équipementiers automobiles français, allemands, etc., sont furieux, mais ils ne se sont pas vraiment battus non plus. Non, c'est-à-dire qu'il y a eu cette pression diplomatique et économique allemande extrêmement forte, qui voulait pousser toute l'industrie automobile française vers le taux électrique, pour à la fin refuser de voter la directive, sous prétexte qu'il n'y avait rien qui prévoyait les biocarburants. C'est-à-dire que l'industrie automobile française s'est engouffrée. Oui, ça a parfaitement marché. Oui, ça a parfaitement marché. Et donc, par absence de défense, d'implication, de connaissance même des dossiers, le pouvoir politique français, au lieu de défendre nos industries et de défendre l'industrie automobile française, a dit bah oui, c'est très bien, on va faire le tout électrique, et on s'est retrouvé complètement piégé. C'est-à-dire qu'on n'a pas gardé une possibilité de diversification, une alternative pour protéger nos propres industries. Et là, maintenant, ils ont trop investi dans l'électrique pour revenir en arrière. Maintenant, ça va être très difficile. Est-ce que ces directives existent aux États-Unis? Mais sûr que non, en Chine non plus. Elles sont même accompagnées de mesures fiscales incitatives vis-à-vis des entreprises américaines qui justement favorisent les énergies, je dirais, renouvelables, mais sans aucune contrainte, et avec un maintien, je dirais, des véhicules à combustible et de cette réalité économique et d'utilisation pour leur propre pays. C'est un autre sujet, on va pas s'étendre là-dessus, mais c'est la première fois que des technocrates décident à la place des ingénieurs. C'est-à-dire qu'il n'y aurait jamais eu de révolution industrielle, ni d'innovation si on s'était comporté comme ça au 19e siècle. Si on avait dit aux ingénieurs, on n'avait pas le droit de faire ceci, on n'avait pas le droit de faire ça. Il faut sortir de cette dépendance. Mais bon, et je crois que les élections européennes prochaines exprimeront bien le rejet des Français et le rejet des citoyens dans la plupart des pays d'Europe de s'aligner sur cette politique de déconstruction systématique, à la fois diplomatique, à la fois d'indépendance et à la fois industrielle, et exprimeront leur rejet. Est-ce que vous croyez qu'une majorité alternative est possible, c'est-à-dire avec ce qui restera du PPE, mais qui ne veut plus s'allier aux socialistes, on peut faire une majorité alternative au Parlement et se débarrasser de Madame von der Leyen et de gens comme ça? Je le souhaite. Je le souhaite et j'y crois. Est-ce que ça peut être l'objectif de la campagne européenne? Est-ce que ça peut être un thème de campagne pour les Européens? Oui, mais encore une fois, il faut que le thème, les questions, le débat soient clairement posés. Est-ce que il y a des formations politiques qui ont l'intention de poser ce débat, à l'exception peut-être de Madame Maréchal qui a dit qu'il fallait, j'ai pas entendu d'autres partir sur ce thème-là. Je pense qu'il est grand temps, pour les partis politiques qui
représente, où toutes les voies d'expression et toutes les différences et la singularité au sens positif de l'opinion des Français doivent remplir leur rôle, poser clairement le débat par rapport aux questions essentielles, expliquer vraiment aux Français quelles sont les conséquences. Tout cela participe à un travail de respect, de représentation de souveraineté populaire. Encore une fois, depuis trop longtemps, les Français ont été infantilisés. Il faut leur redonner cette capacité de réfléchir, d'agir et de s'exprimer. Et c'est une responsabilité de chaque parti politique, en France comme ailleurs. Alors je ne vous poserai pas de questions indiscrètes, mais est-ce que vous avez des contacts est-ce que vous murmurez à l'oreille de certains dirigeants qui vont se présenter aux prochaines européennes? Alors, tous les dirigeants politiques dont vous parlez veulent me contacter, veulent s'associer à moi. C'est intéressant, ça. Je garde mon indépendance. C'est pas la question que je vous ai posée. Je vous ai pas demandé si vous avez proposé d'être sur une liste. Donc, on vous a proposé d'être sur une liste. Ma préoccupation, ce sont les Français. C'est mon agenda est celui de la France et des Français. C'est mon engagement vis-à-vis d'eux de dire la vérité par rapport aux mensonges, par rapport à l'infantilisation dont ils font l'objet depuis trop longtemps, de leur redonner je le répète souvent, cette souveraineté d'expression et de clairement poser les choses, c'est-à-dire par rapport aux grandes questions, par rapport aux enjeux. Vous savez que j'ai créé une fondation pour la paix et la prospérité entre les peuples. C'est un véritable mouvement politique pour reconstruire la France de mon grand-père, c'est-à-dire une France qui soit souveraine, qui soit forte, et surtout une France qui restaure cette démocratie, ce bon sens et cette raison, et qui redonne aux Français leur souveraineté, leur droit d'expression, et surtout qui vise à reconstruire l'indépendance et la souveraineté de la France sur la scène internationale. Mon mouvement vise aussi à rétablir les valeurs fondamentales essentielles qui se sont perdues depuis trop longtemps, c'est-à-dire la famille, c'est-à-dire la foi et même la spiritualité, parce que je crois que depuis très longtemps, en France comme en Europe, il y a eu ce processus systématique de construction des valeurs fondamentales où on est tombé dans un processus de surconsommation où l'identité est perdue, où les valeurs sont perdues, un processus de dépendance aussi par rapport à un endettement excessif, par rapport au culte de l'individu, par rapport à l'ego également, où les valeurs essentielles qui font l'identité des familles, qui font l'identité des nations, de respect également des cultures, se sont perdues. Et pour compenser ce vide, on rentre dans un processus de course en fait à la consommation, au court terme, au plaisir, et la substance même, je dirais, de ce qu'est l'individu s'est perdu par rapport à ça. C'est un processus de déconstruction qui vise aussi à une perte de prise de conscience et une perte de responsabilité. Donc je souhaite que la France se reconstruise dans ses valeurs essentielles, simples, mais solides, qui font l'identité des peuples, encore une fois la famille, la spiritualité, et je pense que ça passe par l'éducation. L'éducation de nos enfants est absolument primordiale et essentielle. Il faut refonder l'éducation nationale de fond en comble pour redonner ces bases civilisationnelles qui se sont perdues. Et ce travail, je dirais, doit être fait de façon systématique. C'est une prise de conscience, c'est une responsabilité de chacun, et c'est mon engagement vis-à-vis de la France et des Français. J'invite tous les Français et ceux qui aiment la France à visiter mon site internet, fondationpierredegaulle.com, et prendre conscience de l'engagement que j'ai pris de reconstruire cet idéal pour la France et les Français. Je suis absolument
bouleversé, si vous voulez, de ce que la France est devenue. Vous savez, il y a à Colombey les deux églises. Malheureusement, on a retiré ce cahier. Il y avait un cahier de doléances dans l'église de Colombey où les Français écrivaient toute la France véritable, la France des métiers, la France des campagnes, la France du bon sens, tous ces messages. Charles de Gaulle, s'il vous plaît, sauvez-nous, regardez ce que font nos politiques, regardez ce qu'ils ont déconstruit de ce que vous avez fait, de ce que vous avez créé, de cette grande France qui est perdue. Ça me bouleverse puisque depuis des années, je lis ce qui est écrit. Ce sont des mots simples, ce sont des mots touchants qui traduisent leur aspiration et leur crainte profonde. Ce cahier était retiré. Il a été retiré par qui ? Alors je ne sais pas par qui. Donc ça veut dire qu'il y a des complicités. Ça a été retiré. J'imagine que c'est à il est vrai qu'on devait le changer souvent parce oui, il y a eu tellement de messages. Dans l'initiative que j'ai lancée, je reçois des centaines de messages par semaine, y compris des jeunes de 15-16 ans qui me disent mais vous nous donnez espoir, comment est-ce que je peux être utile ? Et c'est cette réponse que je voudrais redonner aux Français, reconstruire cet idéal. Mon grand-père s'est tellement attaché à faire de la France une belle France, une grande France, et à faire en sorte que les Français soient prospères, en paix, représentés, écoutés, et soient surtout fiers de leur nation et de leur pays. Il y a dans Les chaînes qu'on abat ce merveilleux livre d'André Malraux qui décrit les dernières conversations qu'André Malraux, qui était l'âme du gaullisme, a eues avec mon grand-père, et notamment ça commence par la description des obsèques à Colombey le 12 novembre, où on parle d'une femme âgée qui essaye de passer, qui est arrêtée par les barrières, et elle dit tout le monde. Il a dit tout le monde. Et André Malraux avait eu cette réponse devant les gendarmes: laissez-la passer, elle parle comme la France. C'est ça que je voudrais redonner, ce sentiment partagé de fierté nationale, ce sentiment de belle France, ce sentiment d'appartenance pour tous les Français. Je crois fondamentalement au bon sens et à la raison. Je crois qu'il faut redonner aux Français leur souveraineté, mais aussi les informer. C'est un devoir, c'est une responsabilité morale sur les grandes questions essentielles d'aujourd'hui. C'est ce que nous essayons de faire. Merci infiniment, Pierre de Gaulle. Merci de votre participation. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et surtout de donner ce message d'espoir pour terminer cette émission. Merci pour votre travail. Merci infiniment, Pierre. Je l'apprécie particulièrement. Merci beaucoup.